Bienvenue dans l'Objet du Média, le podcast qui décrypte les mutations du marché de l'objet publicitaire et du textile promotionnel. Dans chaque épisode, nous vous échangerons avec celles et ceux qui font ce marché, agences, fournisseurs, marques, experts. L'objectif, comprendre où va le marché, identifier de nouvelles opportunités et donner les clés pour créer plus de valeur. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'Objet du Média. Aujourd'hui, je reçois Dimitri Nita de chez Native Spirit. Bonjour Dimitri. Bonjour Benoît. Bon, écoute, je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui autour de cette table. C'est gentil. Tu fais partie aujourd'hui des belles marques qu'on aime dans ce marché. Pour commencer, Dimitri, je vais te laisser te présenter tout simplement. Oui, ok. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Dimitri Nita, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants. Je vis maritalement depuis plusieurs années et je suis dans le textile depuis 25 ans et dans le textile promotionnel depuis à peu près 20 ans. Ok. Alors, ça me fait venir une première question. Toi, tu définis ton métier comme le textile promotionnel, comme le textile de marque, comme un objet média. Comment tu définirais, ou même quand les gens te demandent ce que tu fais, est-ce que tu es capable de leur expliquer cette notion-là? Et si oui, comment tu le fais? Je le fais systématiquement pour pas que les gens confondent et comprennent bien qu'il y a, entre guillemets, plusieurs types de textiles. Enfin, il y en a même, j'imagine, beaucoup. Et en tout cas, je fais le distinguo entre le retail, donc la vente au détail boutique, et notre marché qui est plus un marché de gros destiné à des professionnels et non pas à des particuliers. Ouais. Et du coup, tu appelles ça textile promotionnel? Promotionnel, ouais. Okay. Ouais. Oui, absolument. Ouais, en différence avec le retail. Et puis, il y a une notion de promotion au sens corporate du terme. Ça va être de la tenue professionnelle, etc. Ça ne veut pas dire que c'est un textile pas cher, mais c'est juste que c'est un textile qui a vocation de promouvoir quelque chose. Ok. Et donc, dans la promotion, tu mets la promotion entreprise, mais quelqu'un qui voudrait lancer sa marque, tu lui parles quand même de textile promotionnel ou... Oui, on peut dire okay. blank, promotionnel, okay. Vierge, etc. Okay. C'est pas un gros mot pour moi, promotionnel, pas du tout. Non, mais souvent, ouais. c'est une question un petit peu récurrente. Oui. Je me suis moi-même posé pendant pas des dizaines d'années, mais plusieurs années. Ouais. Comment tu te présentes en étant hyper professionnel et positif? Et c'est vrai que promotionnel ou publicitaire, aujourd'hui, ça a une connotation plutôt péjorative. Oui. Et d'où d'ailleurs le nom de ce podcast, l'objet du média, comment le textile peut être un média. Non, vraiment, je le vois pas du tout comme... alors, c'est un adjectif, mais j'aurais pu dire publicitaire, encore une fois, vierge, etc. Mais c'est vraiment, pour moi, le textile au sens outil de promotion, que ce soit d'une entreprise, donc d'un annonceur, mais d'une marque, ou d'une idée, etc., etc. Donc, c'est vraiment un textile qui a vocation à diffuser un message au titre de promotion. Ok. Donc, tu me disais, ça fait déjà un certain nombre d'années que tu es dans ce métier-là. Comment tu arrives dans ce marché? Parce que on le sait tous, il n'y a pas de formation autour de l'objet média, du textile publicitaire. Oui. Et personne se dit, quand il est à l'école, tiens, un jour je ferai ça. Et pourtant, on est quand même un marché qui est assez important. Tout à fait. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros, voire du milliard. Oui. On n'a pas vraiment les chiffres puisqu'ils n'existent pas de façon officielle. Mais comment toi, tu es arrivé dans ce marché-là? Comment tu as vécu cette arrivée? Quelle vision tu avais un petit peu avant et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Comment tu vois les choses? Je vais essayer d'être clair et concis et rapide. Je suis arrivé un peu par hasard, par le biais d'une rencontre professionnelle. J'ai une formation marketing digital. Donc c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc j'ai fait un stage de marketing digital dans une entreprise de textile qui appartenait à un très bon ami de mon père et qui, lui, était l'un des principaux sous-traitants de Camaïeu. Donc c'était à l'époque, je suis originaire du nord de la France, de Lille, et donc ses bureaux et une partie de sa prod étaient dans le nord de la France, et c'est un moment où il y a une partie de la prod qui a été délocalisée vers l'Asie, etc. Et donc ce stage chez lui, cette intervention chez lui m'a permis de découvrir le textile en général, c'était du retail, mais avec surtout une grosse partie production. Et tout de suite, ça m'a plu. Donc, j'ai très vite abandonné la partie marketing digital parce que elle était hyper intéressante, mais beaucoup moins concrète. Dans le textile, on produit des choses. Dans le marketing aussi, mais là, c'est vraiment quelque chose de palpable, de physique.
Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le textile. Après, j'ai eu diverses expériences professionnelles. Je me suis moi-même essayé à monter des marques. Donc, j'ai fait tout le process de déjà trouver le nom, le déposer, etc. Et puis après, trouver le concept de la marque, enfin, même s'il est censé être là dès le début de l'idée. Et donc, je suis allé jusqu'à faire produire en Afrique du Nord, etc. Donc, c'était sous cet aspect-là que j'ai découvert le textile. Et puis, malheureusement ou heureusement, je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'en vivre. Et donc, je me suis dirigé un peu naturellement vers des recherches d'emploi dans le textile. Et donc, j'ai atterri dans une société, enfin, j'ai été recruté, j'ai eu la chance d'être recruté par une société allemande, à l'époque qui s'appelait Heinz, enfin, qui est une marque américaine, mais qui était distribuée par une entité qui était basée en Allemagne. Donc, j'ai mis mon premier pied dans le textile promotionnel ou publicitaire, il y a peut-être 15 ans, chez Heinz, qui est devenu après Stedman. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans ce textile. J'ai eu d'autres expériences diverses qui ont été toutes hyper enrichissantes. Et depuis maintenant plus de 6 ans, je suis dans le groupe Cariban, donc, qui a été renommé Cariban Group l'été dernier, qui compte également dans le groupe l'outil de distribution qui s'appelle Toptex. Voilà. Ok, très clair. Et justement, 15 ans que tu es dans le domaine du textile, si on regarde un petit peu en arrière dans le rétro, quelles sont les évolutions majeures que tu as pu observer toi? Quels sont les faits marquants? Parce que je suppose que si on regarde la structuration du marché il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a des différences notables. Et pour moi, c'est un des sujets importants de ce podcast, c'est bien comprendre les évolutions pour pouvoir anticiper les évolutions futures, quoi. Il y a plusieurs évolutions. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs lectures. Il y a la partie on peut prendre la partie distribution, on peut prendre la partie produit, on peut prendre la partie décoration, on peut même prendre la partie digitalisation qui était inexistante il y a 10 ans et qui est aujourd'hui indispensable. Il faut qu'on prenne les quatre, hein, Faut parce qu'on que prenne les quatre. le but, c'est que tu nous donnes un petit peu ta vision. La vision alors de Cariban Group, si je me mets sous l'égide de la partie Toptex, qui est donc l'outil de distribution, finalement, c'est un outil, c'est un métier qui n'évolue pas vraiment sans que ce soit péjoratif. C'est-à-dire, c'est un outil de distribution qui reste relativement stable avec un modèle économique qui est structuré. Nous, on est donc distributeur, c'est-à-dire qu'on a des marques à vendre qu'on propose à nos clients qui sont des revendeurs d'objets publicitaires ou des décorateurs. Donc cette structure de marché entre un importateur, distributeur et des clients revendeurs est la même depuis plusieurs années. Après, nos clients, eux, évoluent, puisque certains, malheureusement, arrêtent leur activité, parce que Toptex a été créé il y a 32 ans maintenant. Cariban Group a été créé il y a 32 ans. Donc, on a certains de nos clients qui sont arrivés à un âge de la retraite. Donc, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Donc, nos clients évoluent. Les méthodes de travail avec nos clients évoluent aussi. J'étais pas chez Toptex Cariban il y a 30 ans, mais je pense qu'on ne recevait pas de commandes par email, par exemple, ou que les commandes n'étaient pas passées sur le webshop. Donc, cette partie-là, la structure de marché, c'est-à-dire entre un distributeur et ses clients, n'évolue pas vraiment. C'est comme un supermarché qui conserve ses clients et ses points de vente. Par contre, encore une fois, la méthode de passation de commandes, elle évolue. Sur la partie produit, je dis souvent qu'on ne peut pas réinventer un sweat et un t-shirt. C'est la réalité. On aura toujours un dos, un devant et des manches. Mais par contre, il y a des choses qui évoluent. Les modes évoluent. Donc les fits, donc la coupe d'un produit va évoluer. La matière aussi va évoluer, les grammages vont évoluer, etc., etc. L'origine des matières premières va évoluer. Il y a maintenant, depuis un petit moment, du coton conventionnel et du coton organique. Donc tout ça, ça évolue. Mais encore une fois, l'offre, ou en tout cas les 20-80, restent plus ou moins les mêmes. Dans notre textile, donc on vend majoritairement du t-shirt, du sweat, du polo, de la chemise, etc. Même si de plus en plus, on va dire sur les peut-être 10-15 dernières années, il y a un peu plus de codes qui sont empreints de la mode qui arrivent dans notre textile. C'est ce que je voulais dire. Quand on regarde le catalogue, je ne connaissais pas de suite il y a 30 ans. Moi non En plus. tout cas, il n'y avait pas de commande par email il y a 30 ans, parce qu'il n'y avait Non. pas d'email. Exactement. Déjà. Exactement. Par contre, la taille du catalogue Toptex il y a 15 ans et la taille du catalogue Toptex aujourd'hui,
c'est pas la même. Donc il y a quand même une offre, ça reste toujours des t-shirts, mais qui s'est largement diversifiée. Absolument. Et ma vision à moi, l'impression que j'ai, mais tu es mieux placé que moi, c'est qu'effectivement, on se rapproche beaucoup plus du retail que du t-shirt publicitaire, on va dire, basique, initial. Alors alors moi j'ai vu les premiers catalogues Toptex Cariban, enfin surtout Cariban à l'époque. Je pense qu'ils devaient se compter, les pages, on devait les compter sur les doigts d'une main, donc ça devait compter entre 5 et 10 pages. Oui, ça a évolué, et en fait, je pense que l'un des facteurs principaux, c'est que nous, en tant que donc Cariban, pour resituer globalement, Cariban Group, c'est l'entité mère, la maison mère. On a dans Cariban Group ce qu'on appelle, nous, Cariban Brands, qui est le portfolio de nos marques propres, et on a également l'outil de distribution qui est Toptex, qui donc distribue en exclusivité nos marques propres, mais également les principales marques du marché. Donc effectivement, l'offre produit, elle s'est considérablement élargie, elle a considérablement grossi. En fait, je pense qu'elle a grossi en partie, puisque les besoins des clients finaux se sont affinés. Un paysagiste va avoir besoin d'une typologie de produit qui va être différente d'une start-up dans la tech qui va avoir besoin de peut-être plus, je sais pas, de sweat capuche, alors que le paysagiste va avoir besoin d'un tablier, de gants, de produits qui résistent à des températures de lavage hautes, etc., etc. Donc l'offre produit, elle a évolué parce que le marché s'est précisé, j'ai envie de dire. Et en tout cas, nous, dans le groupe, on a toujours la volonté, quand on crée un produit ou quand on a l'idée de créer un produit, qui soit destiné à quelqu'un en particulier. Alors, on évite d'aller vers les niches, parce que les niches coûtent cher. Mais en tout cas, on essaye d'avoir une vision de l'utilisation finale d'un produit. C'est hyper important. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, on a un catalogue qui fait plusieurs centaines de pages, parce qu'on a des utilisations qui sont, on va dire, quasi individualisées en fonction des métiers. Il y a toujours un catalogue, d'ailleurs, chez Toptex. Oui, on vient d'éditer le... Alors, oui, il y a un catalogue. Il y a un catalogue 2026 qui est en train d'être livré, qui a été livré en partie. Cette année, on fait le catalogue le catalogue 2026 va durer 2 ans. Okay. Donc, on a déjà la volonté de réduire l'utilisation du papier. Alors, c'est pas moi qui prends les décisions. En tout cas, on est tous consultés. Je pense que dans les 5-6 ans qui viennent, l'objectif, c'est d'essayer de réduire au maximum, voire d'arrêter le catalogue papier. On a des partenaires dans d'autres pays qui l'ont déjà fait. Mais voilà, ça reste... C'est très délicat, pas seulement en termes de coûts, mais parce que quand on va voir les clients, une partie de mes collègues chez Toptex Cariban vont voir les clients, les commerciaux. Le papier, il est nécessaire encore. Alors, j'ai pas de doute que le papier soit nécessaire, mais tu vois, quand on parlait des évolutions en termes d'outils digitaux, on était sur un marché il y a 10 ans où le catalogue, c'était l'événement de l'année. C'était la Bible au quotidien, mais c'était la sortie du catalogue, c'était quasiment l'événement. Oui. Là, on est au mois d'avril. Je pense qu'il y a 10 ans, au mois d'avril, le catalogue, il était sorti, il était distribué, il était regardé, parce que c'était l'outil numéro 1 de communication. Oui. Pour moi, c'est déjà une transition hyper palpable. Oui. D'où ma question. Je ne savais pas s'il y avait encore vraiment un catalogue, s'il était vraiment rituel. Le fait que tu me dises... Il est là pour 2 ans. Pour moi, c'est un truc que j'avais pas anticipé. Quoi. C'est une nouveauté chez nous. Okay. Il va également falloir, donc, qu'il y a des conséquences, notamment en termes de produits, tout simplement. Si on veut rajouter des produits pour l'année prochaine, la question se pose, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'ils vont être, etc. Bon, c'est des questions auxquelles on a en partie répondu. Mais encore une fois, pour avoir fait tous les salons en Europe auxquels Toptex Cariban participe, l'une des premières choses que nous demandent nos clients quand ils viennent sur les stands, c'est est-ce que vous avez le catalogue? Donc, oui, dans le sens de l'histoire nous amène vers une finalité qui va être l'arrêt du catalogue, mais la réalité du terrain, c'est que beaucoup de nos clients sont encore habitués au papier. Donc, nous, en tant que producteurs-distributeurs, on doit trouver la balance entre continuer à avoir un outil
de recherche des produits qui soient performants, tout en investissant sur le digital. Parce que on peut arrêter un catalogue papier, on peut prendre la décision demain, mais si digitalement on n'est pas prêt, ça risque de poser problème. Donc c'est un chemin qu'on a commencé il y a 2 ans déjà, et qui va continuer à évoluer dans les 2 prochaines années, puisqu'on renouvelle également le site internet de Toptex. Mais c'est un chantier qui est important et qui est lié au fait qu'on continue à réduire la diffusion du catalogue papier. Tant que le digital n'est pas au top, on aura quand même besoin d'un support papier, à minima. Et tu penses que les clients de tes clients, aujourd'hui, le catalogue, c'est un outil important pour vendre ou in fine, c'est comme aussi drivé par le client final par rapport à ses besoins sur la partie produit? Moins, beaucoup moins. Alors déjà, pour une considération toute simple, c'est que notre catalogue, il doit peser 1,5 kg. Et que si on doit envoyer, et je dis le nôtre, mais c'est une des normes à peu près, hein, quand on parle d'un distributeur. Donc déjà, si on veut envoyer un catalogue ou son catalogue, parce qu'on offre la possibilité de personnaliser la couverture, si on veut l'envoyer à sa base de données de clients finaux, ça revient à envoyer une brique de 2 kilos par la poste. Donc il y en a très peu qui le font. Non, je pense que la sensibilisation des clients finaux, donc de l'annonceur, doit évoluer, et elle évolue déjà. Donc on doit être beaucoup plus digitalisé sur cette partie-là, plutôt que nos clients envoient des catalogues à leurs clients. Et encore une fois, le catalogue, il faut pouvoir l'utiliser. Quand on a un catalogue de 1500 pages, et qu'on est annonceur, qu'on soit un banquier, un plombier, etc., dans quelle section je vais trouver les produits qui m'intéressent? Non, il faut un accompagnement et on peut pas rester seulement avec l'envoi d'un catalogue. Ça marche pas. Et puis, je me fais l'avocat du diable, mais je suis un banquier ou je suis un plombier, je veux un produit, mon réflexe, c'est d'ouvrir mon téléphone Oui, et d'aller chercher le tout à produit. fait. Exactement. Pas de regarder si j'ai reçu il y Exactement. a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois Oui. dans mon tiroir un Tout à document fait. papier qui fait 1,5 kg. Tout à fait. Donc pour moi, l'enjeu du catalogue, au-delà du coup d'éco-responsabilité et de l'intérêt d'imprimer du bien papier sûr. que tout le monde comprend, c'est quand même l'usage du client final. Bien sûr. Quel est le besoin du client final? Et aujourd'hui, quel est le cheminement du client final pour se dire, tiens, je vais avoir besoin de ce produit, où est-ce que je vais le trouver et à qui je vais le demander, quoi. Ouais. Et c'est dans cette réflexion-là que je pense que le marché a énormément évolué. Oui. Il y a 15 ans, on voulait un t-shirt personnalisé. On ne savait pas à qui demander et on n'avait pas Internet pour nous répondre. Donc forcément, il y avait un type qui était passé un jour, qui avait posé un catalogue, on l'avait bien mis de côté, on s'en souvenait, etc. C'est plus le cas aujourd'hui, quoi. Non, absolument. Non, c'est pour ça qu'on doit... on a un travail en tant que marque, via nos marques propres, on a un travail de sensibilisation de nos clients vers l'annonceur. Je reste persuadé que l'annonceur ou le client final, celui qui a déjà acheté des produits dérivés, ou en tout cas des objets médias, va faire appel à son prestataire pour lui dire, tiens, au fait, qu'est-ce que tu peux me conseiller? J'ai ou telle manifestation, ou tel besoin dans mon activité professionnelle, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais effectivement, on doit, nous, encore une fois, en tant que marque au pluriel, sensibiliser au fait qu'on a des produits qui sont prévus pour à peu près tous les métiers. Et donc, digitalement, on doit réussir à aller toucher ces clients finaux pour les sensibiliser à nos marques qu'ils retrouveront chez leurs revendeurs habituels. C'est tout l'enjeu, il est là. On est complètement en phase là-dessus, quoi. Effectivement, je reviens vers mon revendeur habituel. Mais probablement que je vais revenir au travers de son site web, quoi. Oui, je vais aller voir son site. Oui. Et la question aujourd'hui, c'est comment sur son site, je vais pouvoir trouver les éléments qui, digitalement, correspondent à l'ère du temps. Parce que, une nouvelle fois, l'évolution fait que les attentes de nos clients, enfin des clients de nos clients, sont quand même différentes d'il y a 15 ans. Oui, absolument. D'ailleurs, à ce sujet-là, toi, comment tu vois l'évolution de notre marché ou les problématiques qu'on a aujourd'hui ou les forces qu'on a aujourd'hui? C'est quoi ta vision de l'objet publicitaire ou promotionnel dans 5 ans ou 10 ans? S'il y a une révolution qui doit arriver, alors c'est une boule de cristal, hein, personne n'a la réponse, mais
c'est l'intérêt de cette discussion et de ce podcast, c'est d'interviewer des gens et qui nous partagent une possibilité d'évolution, en tout cas comment eux voient les choses. Si je refais ce podcast dans 5 ans et que j'ai Dimitri ici, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Déjà qu'il soit toujours dans le groupe, parce que, parenthèse, mais c'est une boîte dans laquelle on se sent très bien, ça c'est important. Effectivement, j'ai pas de boule de cristal. On a observé des évolutions. J'en parlais, la digitalisation, l'élargissement de l'offre produit, etc., ou le choix vers des matériaux plus responsables. Je pense que l'un des enjeux, c'est la digitalisation de notre métier. Il y a, je le disais en préambule, une partie de nos clients qui a pris de l'âge, comme le groupe a pris de l'âge. Donc, ils vont partir à la retraite. Donc, il y a une nouvelle génération qui va ou reprendre ou créer une activité qui sera en lien avec l'objet média. Le challenge, c'est de réussir à parler à ces gens-là, de réussir à leur dire que d'une part, l'objet média est important. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, mais en tout cas, moi, je reste persuadé qu'on a besoin d'objets textiles ou objets pour communiquer ou pour véhiculer sa marque ou autre. Mais l'enjeu, ça va être de réussir le virage de la digitalisation. C'est des enjeux qui sont stratégiquement importants pour nous qui sommes un distributeur historique, parce qu'on a des outils qui sont en place depuis un certain temps qu'il faut faire évoluer. Et ces outils, on doit les faire évoluer pour qu'ils collent aux besoins du marché. Il y a l'intelligence artificielle, alors je ne vais pas dire qui rebat les cartes, mais en tout cas qui apporte quelque chose de totalement nouveau, qui va très vite, parce que ça va à une vitesse folle, que ce soit dans la génération d'images, mais également dans la façon dont on peut appréhender une demande qu'on envoie à Internet. Avant, il n'y a pas 10 ans non plus, mais on l'envoyait à Google. Aujourd'hui, on va la demander à l'IA. Tiens, comment je peux faire un t-shirt personnalisé? Donc, c'est des enjeux qui sont hyper importants. Et puis, il y a des mouvements sur le marché. Il y a des grosses structures qui émergent, qui sont la résultante du rachat de sociétés entre elles, que nous, on observe, que nos clients observent. Et plus, on peut aller même jusqu'à ceux qui proposent le marquage, qui aussi rebattent les cartes, ou en tout cas amènent une nouvelle vision. Donc nous, dans le groupe, on essaye on est attentif, déjà on observe, on ne change pas notre stratégie, pas du tout, mais on observe tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, qui sont liées à des évolutions du marché, parfois aussi à un contexte international qui influe sur notre marché indirectement ou directement. Je pense que dans les 5 ans qui viennent, la digitalisation va continuer, elle va s'intensifier évidemment. L'IA va être de plus en plus présent. J'espère qu'on pourra toujours faire la différence entre un vrai produit et un produit généré de façon artificielle. Mais je reste persuadé que l'humain, parce que c'est dans le groupe Cariban, c'est quelque chose qui est fondamental. L'humain, c'est le liant de tout ça, c'est-à-dire que on aura toujours besoin des hommes. Et des femmes évidemment, mais c'est hommes avec un grand H, qui vont aller au contact de clients, nouer de la vraie relation, ou qui répondront au téléphone de façon naturelle et humaine, et non pas via une intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est hyper important pour nous, même s'il y a des évolutions techniques et que le marché est en train de se transformer, que l'humain reste le lien et le cœur du projet. Voilà, c'est absolument important. Alors, l'IA, c'est sûr, elle va amener beaucoup de choses. Elle va amener des images, de la visualisation, mais in fine, il faudra bien générer un produit physique pour faire porter un humain. Donc, j'ai pas de doute que l'IA ne remplacera pas, par définition, le business model. Mais il y a des strates d'une entreprise qui peuvent être directement impactées par l'émergence de l'IA. Et ça, on y est très attentif. Je pense par contre, et je suis intimement convaincu que l'humain, l'homme, sera accompagné d'une IA qui va l'aider à être plus performant et accompagné. Et aujourd'hui,
c'est déjà le cas. C'est-à-dire que si je vous dis, un exemple de Super Pictor, mais on prend un produit, on le personnalise, ok, on le met sur un électricien, on le met sur un plombier, on le met sur et on fait une fiche produit en 3 secondes, mais il y a 3 ans, c'était de la science-fiction. De la science-fiction. Aujourd'hui, c'est normal. Donc, moi, je suis intimement convaincu que si on n'onboard pas tout de suite avec ces outils, bah forcément, quand la nouvelle version va arriver et on voit des évolutions tous les jours, si on n'a pas pris le train, on va courir derrière et on ne le rattrapera probablement jamais, quoi. Oui, absolument. Dans la transformation, j'avais aussi le feeling qu'il y a encore certaines années, les revendeurs et même les distributeurs étaient plutôt hyper spécialisés, et qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où et le distributeur est multi-produit, multi-techno, le revendeur est également multi-technique, multi-techno, ce qui fait qu'in fine, il ne peut plus être spécialiste d'un domaine en particulier, et que du coup, il a besoin d'être accompagné par de l'IA, mais par d'autres choses. Est-ce que toi, tu le vois également auprès de tes clients qui deviennent plus, on va dire, globaux et ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que tu sens qu'il y a une globalisation au niveau des revendeurs en dehors de la France, avec des acteurs qui deviendraient plus européens? On le voit au niveau des distributeurs. Est-ce que tu as le feeling que ça risque d'arriver au niveau des revendeurs? Pour la première partie de ta question, je pense que c'est discutable. Il y a des revendeurs qui restent spécialisés, d'autres qui se globalisent, ou en tout cas qui globalisent leur offre. Nous, en tant que distributeurs, mais aussi propriétaires de nos marques propres, on a aujourd'hui 9 marques propres dans le groupe qui sont toutes spécialisées ou dédiées à un domaine en particulier. Donc même si notre vendeur se globalise, nous, on fait en sorte que notre offre produit via nos marques, elle soit ultra lisible. Ah, mais j'ai pas de doute sur le fait que typiquement aujourd'hui, il y a des gens qui proposent du vêtement de travail, du vêtement pour les étudiants, du vêtement de sport, parce que justement, l'accès à ces métiers-là ou à ces marchés-là sont plus simples auprès de distributeurs comme Caravan Group ou d'autres. Et du coup, c'est plus facile, entre guillemets, d'être global. Le pur revendeur de stylos publicitaires d'il y a 20 ou 25 ans, aujourd'hui, il n'existe plus. En tout cas, s'il existe en tant que société, il fait aussi des mugs, il fait etc. Voire, il y a 15 ans, c'était soit de l'objet, soit du textile. On n'était pas vraiment les deux. Je vois encore les questions à CTCO quand on s'enregistrait. C'était est-ce que vous êtes revendeur objet, textile ou les deux, quoi. Aujourd'hui, on est revendeur, quoi. Donc pour moi, il y a une évolution là-dessus. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. On vient avec une offre un peu plus globale, mais du coup, on a besoin d'être mieux accompagné par rapport à ça, quoi. C'est ce qu'on peut appeler de la formation. Nous, en tout cas, les équipes terrain du groupe, elles ont dans les points abordés, dans la méthodologie de rendez-vous, évidemment, le fait de former sur les produits pour que le revendeur soit le plus à même de proposer le produit le plus adapté à son client final. Mais ce qui est compliqué pour un revendeur, c'est qu'il y a l'offre Toptex via le catalogue, mais on n'est pas les seuls. L'offre, elle est hyper large. Et quand on rajoute à ça l'objet, il y a stylo et stylo, il y a clé USB et clé USB, il y a gourde et gourde. C'est comment s'y retrouver. Donc là, le métier des fabricants ou des marques, c'est de former proprement, ou en tout cas de façon claire, leurs clients à leurs produits. Le revendeur, il aura toujours, enfin moi je pense, entre guillemets, l'obligation de contracter son offre. On ne peut pas tout connaître sur tout, parce qu'en fait, on devient à peu près. Ça reste de l'à peu près. Et nous, on essaye plutôt de parler en spécialiste via nos marques à nos clients pour qu'ils puissent retranscrire ces informations précises à leurs clients finaux. Donc ça reste, encore une fois, ça fait partie de notre métier, c'est de former nos clients.
Et sur la deuxième partie... Alors, avant que tu me Vas-y, répondes à la vas-y, deuxième vas-y. partie, parce que moi, ça m'interroge, parce Oui. que aujourd'hui, alors, je ne connais pas le chiffre que Caravan nous avait en tête. Nous, on estime qu'il y a entre 6 000 et 10 000 revendeurs de Oui. personnalisation en France. Oui. Comment tu peux former 10 000 boîtes ça me semble compliqué. Et à l'opposé, Oui. il y a aujourd'hui dans notre plateforme, nous, on a plus de 580 marques. Ouais. Comment tu peux être formé à 580 marques Mhm. puisque chez un distributeur, il y a plusieurs marques. Mhm. Chacune des marques a ses spécificités, Bien tu l'as sûr. bien expliqué. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un côté schizophrène à dire, mais en fait, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de revendeurs, du coup, il faut les former pour qu'ils expliquent bien, parce Oui. qu'ils deviennent global, mais je ne peux pas le faire, parce que tu nous en parleras peut-être, chez TopTex, combien vous avez de personnes sur le terrain auprès de vos revendeurs, mais il y en a quoi, 5, 6, 7? Non, on est plus, on est double. On est le double. Double. Oui, on est 10. 10. Doublé par des binômes au bureau. Tout à fait, mais les 10 qui sont sur le terrain, s'ils doivent former tout le portefeuille, Ouais. vous n'avez peut-être pas les 6 000 ou les 10 000 en clients, mais même, on n'a pas fini l'année, qu'il faut recommencer. Et du coup, c'est dans ce sens-là où c'est un peu schizophrène, Oui. et j'ai l'impression qu'on se globalise sur l'offre, on devient spécialiste de tout, mais est-ce que du coup, dans les évolutions futures, on risque pas à un moment donné d'avoir une évolution qui serait plutôt de dire, mais en fait, si on veut être bon, il faut réduire. Mhm. Comme revendeur, je dois peut-être réduire le nombre de marques et je dois faire des choix stratégiques. Et pour autant, j'ai pas l'impression, que les revendeurs soient dans un mood de faire des choix stratégiques qui est limité. Et j'entends toujours, puisque je suis au quotidien, non, mais alors moi je bosse avec un tel. Ouais, mais je peux aussi bosser avec lui, parce que si jamais Mhm. on n'a pas ce feeling-là d'être dans l'automobile où si je suis revendeur Peugeot, je vends des Peugeot. Mhm. Mhm. J'ai l'impression que nous, tout le monde revend tout. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est pas un sujet? Et est-ce que tu penses pas qu'il y a un risque dans les années qui viennent que ça soit problématique par rapport à notre structure de marché? Et Mhm. là, je parle du marché dans sa Oui, oui. globalité. Je parle pas de personne en particulier. Mhm. C'est une vision globale, quoi. Mon avis à titre personnel, Ouais. c'est que à faire du global, on fait pas grand-chose. Où on manque de précision. Et du manque de précision va découler probablement un outil qui n'est pas adapté à l'utilisation finale. C'est ça le produit. Donc c'est pas une recommandation, mais mon avis sur le sujet, ce serait que en étant revendeur, on aurait tout intérêt à se spécialiser. Alors pas sur un métier en particulier, à moins qu'il soit suffisamment large et rentable pour pouvoir le faire. Mais ce serait se spécialiser sur quelques métiers ou sur quelques typologies de métiers et d'avoir une offre produit qui soit bien adaptée, bien structurée pour pouvoir la présenter. Encore une fois, on a des marques, nous, qui sont des marques spécialistes. Donc, utilisez ces marques qui ont des spécificités pour vous adresser à des publics qui ont des spécificités. Ce qui n'empêchera pas nos clients de se positionner sur un appel d'offres de 15 000 t-shirts parce qu'ils en ont envie et besoin, etc., etc. Mais encore une fois, d'être trop généraliste, je ne suis pas persuadé que, en termes de développement ou de vision ou de pérennité, ce soit ce qui se fait de mieux. Un revendeur qui proposerait du textile ou de l'objet, effectivement, quasiment tous nos clients le font. Pourquoi pas? Encore une fois, il s'agit juste de sélectionner l'offre objet qui correspond à ses clients. Parce que je l'ai dit, il y a stylo et stylo, clé USB, etc., etc. Et effectivement, c'est une vraie forêt. Et si on n'est pas correctement formé par les marques ou par les fournisseurs, on s'y perd. Donc, je pense que trop de généralité n'est pas bonne et que, mais encore une fois, c'est peut-être pas représentatif, mais ce n'est que mon avis. Et je pense que la spécificité ou la spécialisation sur 1, 2, 3, 5, 10 domaines peut être hyper intéressante parce que un client final viendrait s'adresser au revendeur parce qu'il a des connaissances précises dans un domaine qui soit agriculteur, profession tertiaire ou autre. Et c'est ça que je trouve intéressant. Nous, par contre, en tant que distributeur et créateur de marques propres, on propose toute une panoplie de produits généralistes. Voilà. Charge à nos clients
via les contacts commerciaux qu'ils ont chez nous, de sélectionner les bonnes offres, les bons produits, en fonction, encore une fois, des marchés finaux. Non, mais moi, je te rejoins complètement là-dessus. Je ne vais pas te dire que c'est mon quotidien, mais quelqu'un qui veut être un généraliste, Mm. je lui dis souvent, mais tu veux donc être concurrent Oui. des grandes plateformes généralistes. Ouais. La place est déjà prise. Mm. Et pourquoi tu es là en tant que revendeur? Quelle est ta raison et quelle est ta Oui. valeur ajoutée sur ce Mm. marché-là? Oui. Et je l'ai déjà dit au travers de ce podcast, on est quand même beaucoup d'acteurs. On sent quand même un flux où il y a une espèce de course à la taille critique. Mhm. Et on reviendra du coup sur ma deuxième question, sur laquelle tu n'avais pas encore répondu. Si on ne définit pas un secteur stratégique, ou en tout cas une raison d'être, ça risque d'être problématique, effectivement, à mon sens, dans les années qui viennent. Mm. Mm. Alors justement, je te repose ma question. Oui. On voit qu'au niveau des distributeurs, les choses bougent, s'agrègent, et que globalement, les distributeurs sont plutôt européens en termes de taille. Caravan Group, vous êtes Oui. européen, vous Oui. distribuez dans tous les pays. Par contre, quand on regarde le niveau du tout, au niveau revendeur, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, c'est plutôt des revendeurs qui vont être, on va dire, au niveau national, Mhm. Voire local. voire local. Mais est-ce que toi, tu as déjà décelé, est-ce que tu décèles une tendance à avoir des acteurs qui deviennent plus globaux par rapport à ça ou... Parce que mon feeling, c'est qu'à un moment donné, ça va arriver, hein, notamment grâce à l'IA. On sait que l'IA, sur la traduction, Mm. c'est un des métiers qu'elle a remplacé, entre guillemets, le plus vite. Est-ce que tu penses qu'il y a un move qui s'est enclenché à ce niveau-là ou pas encore? Toi qui as une vision un peu globale, avec Native, je sais que tu rayonnes un petit peu dans tous les pays Oui. d'Europe. Comment tu vois les choses? Alors effectivement, on a des filiales en Europe du Nord, Espagne, Italie, Portugal, etc. Je ne suis pas persuadé que... Alors, il y a deux grandes familles de clients, ou enfin, c'est pas une généralité, mais je pense qu'il y a les clients classiques qui vont rester focalisés sur leur marché, leurs clients, ou en tout cas la typologie de marché qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Et puis il y a ceux, peut-être une génération plus récente, qui vont avoir des velléités de développement à l'étranger, parce que, comme tu l'as dit, ils vont être aidés par l'IA, etc. Nous, on a une offre produit qui est internationale, donc techniquement, il n'y a pas de souci. On livre partout en Europe, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si ça va rebattre les cartes, euh, parce que chaque pays a des spécificités culturelles. Nous, on le voit bien dans les pays où on est implanté avec le groupe. Il y a vraiment des spécificités culturelles qui vont, enfin, très concrètement, quand je fais un classement des produits de mon top 20 sur Native Spirit, par exemple, j'ai évidemment des différences entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, etc., pour plein de raisons. Donc ça me paraît assez compliqué de vouloir faire du local ou du national si on est en France, et en plus d'aller vouloir s'intéresser au marché espagnol. Ceci étant, si on est frontalier, bon, ok, quelqu'un qui est à Perpignan, peut-être qu'il va avoir la possibilité d'avoir quelques marchés en Espagne, quelqu'un qui est à Lille en Belgique, etc. etc. Mais en tout cas, mon conseil, enfin, en tout cas ce que je ferai, c'est que j'essaierai de garder un œil sur ce qui se passe à l'étranger, tout en restant focus sur mes marchés prioritaires qui sont ceux là où je me situe physiquement, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de très culturel. Voilà, mais effectivement, chaque marché est différent et nous, via nos filiales, on distribue nos produits dans plusieurs marchés, donc leur accès est libre. Mais si je me positionne en tant que revendeur, je resterai moi plutôt focus sur mon marché. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un regroupement au niveau des agences, des revendeurs. Enfin, Oui. récemment, j'en ai pas vu, mais l'an dernier, l'année d'avant, on a quand même plusieurs grosses agences qui sont regroupées, qui forment aujourd'hui des très très belles PME, hein, en plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. On n'a pas vu encore aujourd'hui en Europe deux fusions de deux belles PME qui feraient 40 millions chacun, une en Allemagne, une en France, qui pourraient avoir deux directions commerciales, deux offres produits spécifiques avec une taille critique qui permettrait d'eux. Est-ce que c'est dans le sens de l'histoire ou pas? C'est une des questions que je me pose. Mais toi qui t'as pas vu aujourd'hui de choses qui auraient pu se passer dans les pays du Nord ou en Angleterre. En France, je pense pas que ça existe. Mais voilà. Après, je pense pas que les gens se décident de se dire tiens, je vais aller attaquer l'Allemagne.
Je pense que ce serait ambitieux, mais vu que les distributeurs grossissent, pour rester un acteur, pour discuter ensemble, il faut qu'on ait quand même une taille respectable des deux côtés, en tout cas similaire, quoi. C'est toujours plus difficile. Donc, voilà. Alors, il y a toujours eu des systèmes de vases communicants d'un pays à l'autre. Il y a toujours eu on peut appeler des partenariats entre, par exemple, des décorateurs qui se parlent, un qui est dans les pays de l'Est, l'autre qui est en France ou en Angleterre, etc. Ou parfois même, notamment depuis le Brexit, des décorateurs anglais qui ont des ramifications en Europe continentale pour des raisons de livraison pour le continent européen, etc., avec de facilitations liées aux droits de douane du Brexit, etc. Donc ça a toujours existé. De là à ce qu'il y a une grosse structure qui émane d'une fusion, pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai pas eu vent, je n'ai pas eu connaissance. Ça peut arriver, parce qu'effectivement, c'est dans le sens de l'histoire, il n'y a plus de frontières, donc pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a probablement des possibilités et que, encore une fois, le digital ou la digitalisation ne va pas le freiner. Va probablement l'encourager. Encourager, ouais. Ouais, tout à fait. Mais on a des groupements en France, par exemple, tu l'as dit, de plusieurs sociétés qui se sont regroupées pour créer un groupement. Voilà, ça existe en France et dans d'autres pays, mais en tout cas, le rapprochement de deux structures dans deux pays... C'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. J'en ai pas eu connaissance. J'ai pas non plus la connaissance parfaite de tous les marchés, mais je crois pas. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu plus maintenant de Native et de Cariban Group, parce que c'est aussi un des sujets aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément ta marque, parce que je crois que tu incarnes la marque chez Cariban Group, ou alors qui se font une idée, parce que souvent on se rend compte qu'on a une idée tant qu'on n'a pas été voir en détail. Et si tu devais nous présenter un petit peu Native, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi cette marque est là et qu'est-ce que vous proposez de plus que les vêtements de Toptex d'il y a 15 ans dans le catalogue 5 pages? Native Spirit est une marque qui a été créée, elle a commencé à émerger pendant le Covid, donc 2020, sous l'impulsion de Laurent Marty, qui est le patron du groupe, enfin qui l'a créé et qui le dirige toujours. C'est parti d'un constat assez simple. Il y a toujours eu des produits, ou quasiment toujours eu des produits bio dans l'offre de la marque Cariban, qui est la principale marque propre du groupe. Je pense que les premiers t-shirts bio Cariban doivent dater d'à peu près 20 ans. Et puis Laurent Marty et puis d'autres personnes dans la société ont vu l'émergence de produits un peu plus retail dans l'offre promotionnelle, en étant encore une fois avec des matières organiques, bio ou recyclées. Donc en fait, Native Spirit est né de la volonté de vouloir structurer une offre de produits premium avec des matières bio ou recyclées pour apporter de la lisibilité au portefeuille de marque. Donc ça fait maintenant, on est dans la 5e année, puisque les premiers produits ont été mis sur le marché en 2021. Et moi, donc on est en 2026, j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé la possibilité de devenir responsable de la marque il y a 4 ans à peu près. Donc évidemment, j'ai accepté tout de suite parce que le challenge était super intéressant. J'avais rejoint le groupe pour être responsable commercial sur la région Rhône-Alpes. Ça me correspondait bien parce que je vis ici, en Rhône-Alpes, et que j'avais un secteur à taille humaine. Donc, quand Native Spirit a été créé, assez rapidement, Laurent Marty m'a proposé de m'en occuper parce que c'est une marque qui est un peu spécifique dans notre portefeuille de marques propres et qui nécessitait, que quelqu'un s'en occupe à plein temps, ce que je fais. Donc aujourd'hui, en 2026, on a une offre produit qui est constituée d'à peu près 150 références, majoritairement du textile, des accessoires, des casquettes, des bobs, un peu de bagagerie, enfin bagagerie légère, je m'entends. On a évidemment, donc l'offre est 100% no label, donc on n'a aucune étiquette de marque, uniquement une puce de taille. Alors ça, c'est un sujet dont on n'a pas parlé dans l'évolution du marché, mais tout à fait. Il y a 15 ans, tous les vêtements étaient brandés. Aujourd'hui, c'est du no label. Effectivement, une partie de l'offre no label est en train, en tout cas, on pourrait croire que ça devient la norme. Alors, oui et non. Là, nous, on est toujours un peu partagé. Encore une fois, quand je prends le portefeuille des marques propres, puisque, par exemple, Cariban, qui est une marque historique chez nous,
est une marque qui est appréciée par la qualité des produits qu'elle propose. Et donc, certains veulent encore voir la marque Cariban dans le col. Donc, il y a des petites subtilités, ou en tout cas, il y a des subterfuges, notamment de mettre, par exemple, une étiquette tear-away. C'est-à-dire, on a l'étiquette de marque, mais si vous n'en voulez plus, vous l'arrachez simplement et elle s'enlève. C'est un espèce de papier. Sur Native, le postulat de départ a été totalement différent. Comme une partie de notre cible sont des créateurs de marque, là, on a tout de suite créé la marque sans aucune étiquette de marque, donc uniquement avec une puce de taille. Donc à peu près 150 produits, no label. Toute l'offre est basée sur des matières. Donc si c'est du coton bio. Polyester recyclé, polyamide recyclé. On a eu également des produits en lin qu'on a maintenant basculé sous une autre marque qui s'appelle Spasso. Voilà, donc on est en termes de production majoritairement Asie. Le principal pays avec lequel on travaille, c'est le Bangladesh. Parenthèse, on a un bureau donc situé à Dhaka, la capitale, et un bureau qui est constitué d'à peu près 30 collègues qui sont des salariés Cariban. Et qui contrôle toute la journée les productions qu'on a dans les différentes usines. Donc Bangladesh, mais également il y a de la Chine, pardon, pour les pièces un peu plus techniques. Et également, je pense qu'on est parmi les plus importants producteurs, metteurs sur le marché de produits qui viennent du Portugal. On a 15 références à peu près, peut-être même 20 aujourd'hui sur Native qui viennent du Portugal. Donc sourcing proche. Plus de réactivité, et puis en termes de sensibilité à certains marchés pour certains clients finaux, il y a une demande de produits made in Portugal. Mais à l'origine, ça partait d'une conviction qui était de proposer des produits made in Europe dans la collection Native Spirit. Du coup, aujourd'hui, tu considères que cette marque, elle s'adresse essentiellement à qui tu me disais au début du podcast, nous, quand on développe des produits, on a un objectif d'utilisateur. Oui. Native Spirit, c'est destiné à qui? Alors, déjà, c'est destiné à tout le monde, ou en tout cas à tous les clients TopTex, c'est important. Évidemment, moi, la cible que je trouve la plus stimulante, ce sont les créateurs de marques, parce qu'il y a beaucoup de créativité, il y a un besoin de coller à des tendances qui nous oblige à de la réactivité en termes de style. Mais les créateurs de marque ne sont qu'une partie de nos clients. On a beaucoup de clients corporate, donc des revendeurs qui vendent à des clients finaux qui sont des entreprises. Donc ça va être du vêtement d'entreprise qui peut être, encore une fois, de l'entreprise très classique. Je parlais de paysagistes tout à l'heure. On a des clients finaux, donc travaillés via nos revendeurs, qui sont des paysagistes, qui apprécient Native parce que on a un choix de couleur qui est hyper large, que c'est du coton bio, donc ça a parfois du sens avec leur métier. Ça peut être aussi des startups, donc qui, elles, sont plutôt qui aiment les sweat capuches, par exemple. On a une partie de l'offre qui est hyper structurée avec de la chemise et du polo. Donc pareil, ça peut être des cadres d'entreprise qui bossent à la défense, dans la finance, etc. Et les cibles sont très variées. Mais moi, à titre personnel, j'avoue qu'il y a quelque chose de très stimulant sur la partie créateur de marque. Et en plus, on a la chance, dans tous les pays où on est présent, d'avoir un vivier de création de marque qui se renouvelle en permanence. Donc voilà. On a des cibles qui sont pas aussi éloignées que ça de ce que pourraient être nos clients sur WK ou Cariban ou Proact, qui sont d'autres marques du groupe. Ok. Donc aujourd'hui, je suis créateur de marque, je souhaite lancer ma marque. Oui. J'appelle Native Spirit. Oui. Je bénéficie automatiquement, en quelques jours, de la possibilité de venir sourcer des vêtements hyper bien conçus, avec des matières bio, recyclées, disponibles, sur lesquelles je vais pouvoir appliquer une décoration et créer et lancer ma marque. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Alors, on est donc distribué en exclusivité par TopTex. Donc, la première des conditions, si tu souhaites avoir accès à la marque, c'est d'ouvrir un compte chez TopTex. Et la condition sine qua non, c'est que ton cabis soit en relation avec le textile. On n'ouvre pas à tout le monde, on n'ouvre pas aux clients finaux, évidemment. On ne travaille qu'avec des revendeurs spécialisés qui ont un cabis ou en lien avec l'objet promotionnel ou avec le textile. Et effectivement, une fois que ton compte est ouvert chez TopTex, tu as un accès total
à tout le portefeuille des marques propres, mais également de toutes les marques périphériques qu'on distribue, sans aucun minimum de commande. Et donc, tu seras automatiquement, en fonction de ton lieu de résidence, affecté à une personne, donc un commercial qui pourra venir te visiter sur le terrain, et également à un commercial sédentaire, enfin à son binôme qui sera basé au bureau. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas de... mis à part le fait d'avoir une activité textile et d'être évidemment un professionnel, il n'y a pas d'autres contraintes. Ok. Donc si je ne suis pas un professionnel du textile, ou si je n'ai pas un cabis, et que je veux quand même acheter du Native Spirit, oui. Tu me rediriges vers un revendeur qui va pouvoir me Tout à fournir, fait. c'est ça? Exactement. On a un site internet Native Spirit, on a le site Toptex qui est connu de tous, enfin en tout cas bien connu de tous, et on a un site dédié Native Spirit qui nous permet de générer des leads qu'on va renvoyer en fonction du profil de contact qu'on a reçu, si c'est un particulier, si c'est un créateur de marque ou si c'est une entreprise, on va les rediriger vers des partenaires. Si c'est un particulier, on peut le rediriger vers un revendeur qui, lui, par exemple, quelqu'un qui fait du print on demand, est tout à fait possible de traiter une demande pour un particulier. Si c'est quelqu'un qui fait du corporate, là, on va essayer d'envoyer plusieurs revendeurs, au minimum 2 ou 3, pour que chacun puisse faire ses offres et que le client final qui nous a sollicité reçoive plusieurs devis. Mais effectivement, on a des formulaires de contact entrants qui nous sont générés, qui arrivent directement depuis le site Native, qu'on redirige en fonction de la typologie de client ou de contact. Ok. Écoute, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on a abordé plein de sujets. Avant de finir, j'ai toujours ma petite question habituelle. Aujourd'hui, s'il y avait un objet, en l'occurrence, on va dire un textile ici, qui te ressemblerait le plus dans toute la gamme Native, puisque vous faites beaucoup de choses, ce serait quoi? C'est quoi ton produit préféré, toi? Au-delà du sweat que je porte, que j'aime beaucoup, qui est une nouveauté, je dirais alors une référence un peu barbare pour tout le monde qui s'appelle la NS616. C'est une veste de pluie, enfin c'est plutôt un coupe-vent imperméable Carzip qu'on vient de sortir l'automne-hiver dernier, donc il est en stock depuis septembre-octobre 2025, qu'on a encore en stock. C'est un produit qui est plutôt moderne, Carzip, imperméable. On peut faire pas mal de décorations dessus. Et qui est bien adapté, qu'on fasse du corporate ou qu'on soit un créateur de marque. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est technique et moderne. Voilà. Donc, c'est le NS616. Alors, on est hyper technique. Je pensais que tu allais me donner. Non. C'était le t-shirt, c'est le sweat. Non. C'est le NS616. Exactement. Ok. Ouais, très clair. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Dimitri. Merci Benoît. Pour toutes ces informations. J'espère que ça aura plu à tout le monde. Et puis, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. À bientôt. Salut Benoît.